Et il nous paraissait très important de montrer en fait que ce que nous on vit au quotidien en tant qu'anesthésiste réanimateur au bloc opératoire, en réanimation, au déchocage, aux urgences, c'est partagé en fait par un autre corps de métier à risque, et ce sont les contrôleurs aériens. Donc je suis ravi d'accueillir Sébastien. Tu es contrôleur aérien, responsable de tour de contrôle à Nantes et instructeur à échelle européenne, et voire mondiale, comme tu m'as dit hier, en facteur humain. Et tu essaies aussi d'amener en fait une logique, une démarche d'élargir et de la consolider dans la communauté des contrôleurs aériens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est ton métier? Parce qu'on dirait, évidemment, tout de suite, on a une représentation de beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est le métier du contrôleur aérien? Alors bonjour, merci Tobias. Bon, il est vrai que c'est un peu ambitieux la manière dont tu m'as présenté. Je suis surtout facilitateur facteur humain pour mes collègues contrôleurs aériens et pour également un certain nombre de personnels de santé. Alors le métier de contrôleur aérien, c'est pas forcément très connu. On appelle ça aussi aiguilleur du ciel. Et en fait, les deux principaux enjeux, ça va être d'assurer la sécurité des avions en les séparant les uns des autres et en leur assurant aussi la sécurité vis-à-vis du sol, et également d'organiser la circulation des avions pour que ça se déroule de manière la plus fluide et la plus rapide possible. Tout ça, le seul outil, la seule interface avec le pilote, ce sera le micro, donc des instructions qu'on donne à la radio. Et donc forcément, on est dans un environnement qui est très dynamique, qui évolue très 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 rapidement. Et donc on va avoir les contrôleurs aériens qui sont soumis sans cesse et qui enchaînent sans cesse des décisions de manière très très rapide. Voilà pour les bases du métier. D'accord. Donc effectivement, à t'entendre, j'ai l'impression que ça, pareil, ça résonne comme prendre des décisions rapidement, enchaîner des décisions. On vit ça aussi. Mais j'ai l'impression que chez vous, c'est encore l'espace-temps est encore plus rapide. Est-ce que c'est pas fatigant? Est-ce que c'est pas pesant de devoir prendre des décisions tout le temps? Alors, en effet, ça peut. Si on prenait, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Claude Vallot tout à l'heure. Si on s'appuyait sur uniquement une prise de décision consciente, pardon, et où on est sans cesse en train de réfléchir à ce qu'on va faire, ça va prendre du temps, et surtout, ça va être c'est très gourmand en ressources mentales. Or, on a dit, l'environnement change très très vite. Donc la temporalité, c'est quelque chose de crucial. Donc en effet, il y a un autre mécanisme qui s'appelle le système 2, qui va faire appel à une autre partie du cerveau, le cerveau limbique, dans lequel sont encartés tous nos schémas mentaux, tous nos apprentissages. Et sans cesse, pour pouvoir prendre des décisions et gagner en temps, on va avoir recours sans cesse à ce système 1. Ça va être ce qui va nous permettre d'assurer le service de manière optimale et répondre vraiment à la demande de l'environnement. D'accord. Mais si j'ai bien compris, à travers ce que vous expliquez, le système 1, donc Bruce Lee, il va acquérir beaucoup d'expériences, il aura des scripts cognitifs à travers les expériences, des situations auxquelles il a été exposé. Donc, pour avoir de l'expérience, pour faire travailler le système 1, pour être un vrai Bruce Lee, il faut donc beaucoup d'exposition. Et à la fois nous, en anesthésie-réanimation, ou vous aussi en contrôleur aérien, je pense qu'un individu, il ne sera jamais possible de l'exposer à toutes les configurations, situations imaginables. Oui, tout à fait. Le nombre de scénarios qu'il faudrait intégrer pour couvrir toute la réalité, c'est impossible. Le nombre de scénarios est infini. Donc en fait, on va avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, avec par exemple le mécanisme de travail mental. On peut éventuellement afficher la première diapo. Où voilà, on va avoir ce mécanisme de travail mental qui va se découper en 4 phases. La phase décidée, où on va retrouver notre mode conscient ou mode automatique, on va d'abord démarrer par la phase comprendre, je l'ai pris à l'envers. On va d'abord démarrer par la phase comprendre à gauche, où on va percevoir notre environnement, l'interpréter. On va passer à la décision. Là, la décision, ça va être tout ce qui est autant les actions que le plan d'action, ainsi que la temporalité avec lesquelles on va réaliser nos actions. Et là, on va retrouver notre mode conscient, notre mode automatique.
Ensuite, on aura l'action proprement dite. On va surveiller que nos actions se déroulent correctement. On a un nouvel environnement qu'on va de nouveau comprendre. Et en fait, ce travail mental, on le réalise constamment. L'exemple pris tout à l'heure sur le code de la route, heureusement que ce travail mental, on ne le réalise pas toujours consciemment. Ces décisions ne sont pas conscientes, ce ne serait pas possible. On ne pourrait pas conduire. Donc en fait, ce travail mental, par cette prise de conscience de l'environnement et tout ce cycle, ça nous permet de, certaines fois, sur des éléments saillants, de repasser en mode 2, de se dire, tiens, là, il y a quelque chose, il faut que j'y réfléchisse. C'est assez typiquement en littérature ce qui fait que l'écriture italique ou l'écriture en gras, c'est quelque chose de plus saillant, ça va retenir notre attention, on va repasser en système 2. Qu'est-ce que voulait dire l'auteur pour avoir mis ça en gras? D'accord. Mais regarder le schéma, ça me paraît très... peut-être idéal. C'est la situation idéale. Moi, à 3 heures du matin, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, j'ai faim, j'en ai marre. Il y a plein d'autres, à part ce schéma idéal, il y a plein d'autres influences, peut-être par exemple physiologiques. Oui, il y en a plein en fait. On a vraiment plusieurs familles de facteurs qui vont venir influencer nos capacités de décision. Il y a tout ce qui est, alors tout ce qui est facilement identifiable, c'est généralement tout ce qui est facteur externe. Il y a du bruit, il fait chaud, il y a beaucoup d'avions à gérer ou il y a beaucoup de patients à gérer, il y a de la complexité, etc. C'est quelque chose qu'on sait mesurer et qu'on peut dire, bon ben voilà, après un incident, on va dire, ben tiens, la décision a été prise parce que le contexte était un tel, un tel. Par contre, ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est tout ce qui est facteur interne. Mon état personnel, mon état de fatigue, mes préoccupations, mon état émotionnel, etc. Généralement, on oublie de les prendre en compte. Le troisième élément qui souvent est difficilement explicable, c'est ce qu'on appelle le signal faible. C'est tous ces petites choses, cette intuition, ce petit sentiment, ce petit doute qu'on a qui fait que on n'est pas sûr et qui va orienter notre décision. Pour autant, ce signal faible, on est incapable de l'expliquer. Donc voilà, sur le bagage émotionnel, il faut apprendre. Bon, on a passé cette étape où, il y a de ça quelques années, on arrivait, on nous disait, le bagage émotionnel, on laisse à la porte de la salle de contrôle ou à la porte du bloc. Et puis, voilà, vous arrivez, vous êtes neutre, pas de facteur interne, rentre dans la salle. Ça, on oublie. On oublie. J'ai eu l'occasion de travailler avec un pilote qui expliquait qu'une simple envie d'uriner peut influencer dramatiquement une décision. Dans son cas, il expliquait assez typiquement que l'envie pressante d'uriner l'a amené sur un atterrissage à vouloir forcer l'atterrissage parce que de toute façon, c'était ça ou il mouillait son pantalon. Et heureusement, dans les compagnies aériennes, ils sont plusieurs, ils sont deux, la décision est collective, etc. Mais là, il s'est rendu compte que ce facteur interne, qu'on oublie dans les procédures, mais on oublie même nous de le prendre en compte, mais en fait, il est primordial. D'accord. Donc, il faut que, pour me comprendre dans mes différents fonctionnements, il faut prendre en compte aussi mes aspects physiologiques et l'accepter et l'intégrer. Mon état émotionnel, effectivement, je vais toujours avoir un facteur émotionnel qui m'influence plus ou moins, mais se rend compte déjà, tu penses que c'est important pour mieux gérer, en fait. Oui, c'est important, et surtout, le fait de l'ignorer peut amener à des effets de tunnelisation. J'ai un exemple en chirurgie obstétrique de cette personne qui était dans un accouchement assez compliqué, un accouchement par voie basse, et qui, par le fait qu'il touchait des doigts les cheveux du bébé, en fait, il s'obstinait, il tunnelisait sur le fait de je vais réussir à le tirer de là, on va accoucher, etc. Et il a fallu et c'est là où je rejoins Claude, c'est le collectif qui est arrivé et qui lui a dit stop. Là, ça fait pas. Toi, tu es complètement bloqué sur le fait que tu touches, sur cet état émotionnel de toucher le bébé et que ça va venir. Et du coup, voilà, ça a été une grande tape dans le dos et puis de dire bon, maintenant c'est tout. Et après, dans le débriefing, on discute, etc. Mais voilà, un facteur interne peut amener une tunnelisation. Les états émotionnels peuvent amener des tunnelisations. Donc, pour expliquer, il faut dire que tu interviens aussi dans des formations pour des soignants, effectivement, en simulation, et tu en tant qu'expert de facteur humain, tu aides à débriefer ces situations. Et cette tunnelisation que tu évoques, est-ce que ça ne peut pas être aussi parfois résultat d'un stress ?
un stress émotionnel. On a beaucoup appris Alors, par Fabien sur la gestion du stress. Comment là-dedans intervient le stress? Alors, d'un point de vue stress, bon, métier de contrôleur aérien, les premières choses qu'on dit quand on est contrôleur aérien, oh là là, vous devez être stressé. Oui, comme beaucoup d'autres professions. Mais voilà, il y a vraiment différents types de stress qui apparaissent. On a le stress latent, hein, c'est-à-dire le stress qu'on va subir tout au long, parce que c'est un environnement où on s'adapte constamment. Donc il y a tout ce stress qu'on va subir tout au long de la journée. Mais ça, on est capable de le supporter. Ça va générer de la fatigue à la fin de journée. Mais il y a surtout les stress intenses. Et les stress intenses, généralement dans le contrôle, il y a trois principaux, ce qu'on appelle stresseurs, trois principaux facteurs, qui vont être la quantité d'avions dans un petit espace aérien dans un petit volume à gérer en même temps. On va voir la complexité, parce que tous les avions ne sont pas pareils. Tout comme les patients ne sont pas pareils, les avions ne sont pas tous pareils. Et le troisième, et celui qui va généralement générer le plus de stress, ça va être la situation d'urgence. Le fameux Mayday, 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 voilà, qui traduit une situation d'urgence absolue pour un pilote. Et dans ces cas de stress, le contrôleur va aller chercher dans ses ressources pour aller essayer de résoudre, pour essayer de prendre des décisions plus rapides, plus efficaces, etc. D'accord. Et est-ce que en tant que contrôleur aérien, vous apprenez, on vous donne des outils pour mieux gérer votre stress quand vous sentez le stress monter? Alors, en termes de gestion personnelle, non, chacun va gérer son stress de manière individuelle. Par contre, là où on va agir, ça va être sur, on va empêcher ces trois stresseurs, enfin, on va éviter qu'ils interviennent trop souvent. Donc en fait, par exemple, en tant que chef de tour de contrôle, en tant que superviseur, on va regarder la quantité d'avions qui va arriver, on va regarder quel type d'avion il s'agit, on va regarder la météo, on va essayer d'anticiper au maximum pour éviter que les collègues se retrouvent confrontés à ces types de stresseurs. Alors, ce n'est pas absolu, mais voilà, on évite ce type d'éléments. Pour autant, la situation d'urgence, elle ne prévient pas, on ne peut pas l'anticiper. Et là, on va avoir des personnes qui sont soumises à des très forts stress en très peu de temps. Et les réactions, c'est des réactions humaines. On est humain avant tout. Et donc, on va avoir la réaction humaine typique face à un danger qui arrive. Donc, avec les montées d'adrénaline, le corps qui se prépare à réagir à cette urgence, avec trois types de réactions qu'on appelle les 3 F. Ça va être la stupeur, ce qu'on appelle freeze, c'est-à-dire que l'opérateur va rester complètement bloqué comme ça, à rien faire. On va avoir la fuite, un flee. Là, dans ce cas-là, le contrôleur va se dégager et puis à la limite, transférer les avions vers un autre contrôleur, etc. Parce qu'il ne veut pas avoir à voir ni à gérer ça. Et la troisième solution, qui finalement c'est celle qu'on attendrait dans tous les cas, c'est le fight, c'est-à-dire le combat, c'est d'aller se battre pour se sortir de la situation, etc. Mais on est vraiment sur des réactions humaines basiques. D'accord. Donc là, j'entends plusieurs principes importants qui sont peut-être où nous, en tant que communauté, on pourrait réfléchir. Donc, tu parles des 3 types de réactions. Donc là, Fabien nous propose des outils pour la réaction de combat, à titre individuel et collectif. Mais ce que j'entends aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez une supervision en fait de la charge de travail du contrôleur individuel. Donc, ce qui voudrait dire que pour avoir une équivalence ou une analogie dans notre communauté, notre système, il faudrait qu'il y ait une supervision de la charge de travail de chaque médecin, en fait. Alors, en effet, il pourrait. Alors, l'organisation dans une tour de contrôle fait qu'il y a un superviseur qui est toujours en arrière, mais ce n'est pas le cas dans toutes les tours de contrôle. Ça dépend de la taille de l'aéroport. Et on peut très bien avoir une personne qui se met en recul, qui à un moment donné, parmi ses collègues qui sont dans le travail, lui est en recul et va voir que le trafic monte, va percevoir que le ton et la quantité de messages passés à la radio vont monter. Et donc finalement, comme on est tous de la même formation, tous qualifiés, on a tous la même qualification, il va être à même de dire il y a quelque chose qui se passe, il faut anticiper. Il va falloir réduire le trafic, il va falloir peut-être limiter l'envol des avions d'aéroclub momentanément pour simplifier la situation. Finalement, cette position de recul, ce pas en arrière, ça pourrait très bien être un Marc qui le fait, ce pas en arrière va permettre de reprendre pied dans ce qui se passe,
Parce que quand on est dans l'action, on est dans l'action, on voit pas tout, on focalise sur l'action et on va oublier un certain nombre de paramètres autour. Ce pas en arrière va permettre de reprendre une vision globale et puis surtout va pouvoir permettre d'apporter des outils à l'équipe. De dire à l'équipe, très bien, là on pose tout le monde, on se donne 1 minute pour voir comment on va gérer l'avion qui arrive là parce qu'il est en urgence, etc. On en discute, on met au point une stratégie et on y va. Mais finalement, ce pas en arrière va permettre de remettre toute l'équipe sur le même pied et de proposer une solution la plus adaptée. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est là, effectivement, et on revient finalement, c'est magnifique, à l'image de la tour de contrôle, c'est-à-dire en situation de contrainte ou en situation de crise, qu'une personne devienne la tour de contrôle, qui a suffisamment de recul pour faire, et ça marie avec ce que vous dites sur le système 1, le système 2, pour effectivement garder une vision globale de la situation, poser, ralentir et remettre tout le monde sur la même page. Et donc, en quelque sorte, en situation de crise, un directeur de crise, un directeur de situation difficile, est-ce que c'est un peu cette image-là de médecin qui deviendrait, ou de personne qui devient tour de contrôle en situation de crise? Je dirais plus superviseur, un peu le rôle du chef de tour de contrôle. C'est-à-dire celui qui va être derrière et qui va se remettre en arrière pour avoir une vision globale et pas être soumis à être dans l'action et soumis au flux d'informations. On parlait tout à l'heure de la quantité. Bon, c'était la quantité d'avions, la quantité de patients, mais ça peut très bien être aussi la quantité d'informations. Moi, les personnels de santé que je rencontre, c'est ce qu'ils disent, c'est que on est dans l'action. Il y a une situation d'urgence, on est dans l'action, mais là, il y a plein de monde qui rentre, plein d'informations, et finalement ils disent mais moi je suis dans l'action, alors pour continuer à agir, je me concentre. Mais s'ils se concentrent, ils tunnelisent, et s'ils tunnelisent, le premier maillon qui saute, c'est la communication avec les autres, etc., etc. Et on s'aperçoit que cette quantité d'informations va les faire progressivement pied sur la vision globale. Donc finalement, cette supervision, se forcer à reprendre un peu en arrière, ça permet de reprendre une vision globale. Magnifique. Donc, je vais trouver que c'était vraiment une très bonne transition fluide.